Donc tu n'as pas ton mot à dire, donc tu ne choisis pas tes clients, tu ne choisis pas tes projets, tu ne choisis pas même souvent la manière dont tu en parles. Et donc je me retrouvais des fois avec des projets ou des histoires à raconter qui étaient à la limite du greenwashing ou au-delà de cette limite. Bonsoir. Donc, je m'appelle Anna et pour commencer, je voudrais vous parler de mon père. Mon père a grandi dans les années 60-70 en Union soviétique. Et quand il avait 3 ans, le premier homme est parti dans l'espace. Donc suite à ça, tous les enfants en Union soviétique voulaient devenir astronautes. Mon père n'est pas devenu astronaute, spoiler, mais il est devenu le deuxième truc le plus cool aux yeux des enfants soviétiques. Est-ce que vous avez une petite idée de ce que ça pourrait être? Le deuxième métier le plus cool après l'astronaute. Mathématicien, espion. Si c'était le cas, je pense que j'en parlerai pas tout de suite. Peut-être le temps, il n'y a pas assez de temps qui s'est écoulé depuis. Donc je pense que vous n'auriez pas deviné parce que mon père est devenu géologue. Et dit comme ça, géologue, ça n'a pas l'air aussi marrant que d'aller dans l'espace. Mais il faut imaginer mon père descendre dans un hélicoptère par une échelle qui pend, donc en plein taïga, à parcourir cette terre où personne n'est allé avant lui, ou presque personne. Donc à les cartographier, à les parcourir à pied, en véhicule tout-terrain, avec des huskies, à suspendre les provisions dans l'arbre pour que les ours n'y atteignent pas. Bref, donc voilà, ça c'est ce genre d'histoires qui ont bercé mon enfance. Donc un saut rapide en avant. L'an 2000, j'ai 13-14 ans, donc je me rends compte que je ne suis pas assez forte en sciences. Je ne suis probablement pas assez résiliente pour ramper dans la taïga avec un couteau entre les dents. Mais par contre, ce rêve de découvrir de nouveaux territoires, de construire des ponts entre ce qu'on sait et ce qu'on connaît peut-être un peu moins, et surtout de rapporter des histoires qui font briller les yeux et qui passionnent les autres, en fait, ce rêve-là, il est resté. Et donc je décide de découvrir d'autres territoires que ma famille, notamment, n'a jamais découvert, parce que le pays était longtemps fermé. Donc je décide de découvrir le monde à ma façon. Donc, j'apprends des langues étrangères, je deviens interprète, je fais un master en communication en France. Et en 2010, j'atterris dans une grosse agence de communication à Paris. Et à cette époque-là, j'ai la chance d'atterrir dans une équipe qui est assez particulière parce qu'il travaille sur des projets de grands événements, et notamment les Jeux Olympiques. Là, je me dis, chouette, c'est une super chance. J'ai toujours été passionnée par les JO. J'ai regardé tous les JO depuis que j'étais toute petite. Donc j'adore cette idée qu'il y a tous les pays qui se rencontrent pour 2 semaines de compétition pacifique, cet idéal de beauté mondiale, universelle. Là, s'en suivent 9 ans où je parcours le monde. Où je vais à toutes les réunions olympiques, un peu dans 4 coins du monde, où je travaille pour des gouvernements, pour des organisateurs, des JO, les candidatures. C'est très intense, c'est très intéressant. Je rencontre des personnes super inspirantes. Je pense notamment à un athlète paralympique chinois que je rencontrais, qui s'appelle Hou Bin, et qui, pendant une cérémonie d'ouverture des JO, s'est hissé à la force de ses bras avec son fauteuil, en fait, pour allumer la flasque olympique. Donc c'est paralympique du coup. Mais ce genre de personnes qu'on rencontre une fois dans sa vie probablement, et c'est des rencontres qu'on n'oublie jamais. Donc tout est génial, sauf que peu à peu, il y a des choses qui commencent à me déranger là-dedans. Il y a le côté des mesures qui commence à me déranger, parce que je me rends compte que quand on construit un stade, en fait, ça fait beaucoup de dégâts environnementaux, ça fait des dégâts sur les populations locales, mais aussi il y a des mesures qui est en dehors des JO, en fait, puisque toutes ces réunions olympiques, des fois, c'est des centaines de personnes qui se retrouvent à Barbados donc ils y vont de tous les coins de la planète pour 2 jours de réunion. Ça c'était avant le Covid, mais voilà. Bref, donc il y a le côté des mesures, il y a aussi le côté communication, parce qu'en communication on arrive toujours au bout de la chaîne, donc toutes les décisions qui comptent en fait sont prises avant. Et donc il y a quelqu'un qui vient qui dit voilà ce qu'on a décidé, donc vas-y, il faut que tu communiques ça de la meilleure manière possible et auprès du plus grand public possible ou le plus pertinent. Donc tu n'as pas ton mot à dire, donc tu ne choisis pas tes clients, tu ne choisis pas tes projets, tu ne choisis pas même souvent la manière dont tu en parles. Et donc je me retrouvais des fois avec des projets ou des histoires à raconter qui étaient à la limite du greenwashing ou au-delà de cette limite. Ou alors des projets auxquels j'adhérais pas du tout. Je pense notamment à une vague de surf artificiel en plein désert de Californie. Donc très très consommatrice d'eau, consommatrice d'énergie, où il n'y a que des stars mondiales en fait, qui peuvent se permettre de s'entraîner pendant une journée.
dans l'année, je pense. Voilà, donc c'est ce genre de choses dont je voulais pas forcément faire partie. Et puis ensuite, il y a aussi le côté agence. Je sais pas s'il y a des personnes qui sont passées par des agences de communication, mais c'est toujours c'est charrette, c'est des environnements assez beaucoup dans le paraître, beaucoup de stress, donc voilà, avec tous les côtés un peu malsains qui ressortent. Et donc en 2019, je pose ma démission. Donc c'était pas un déclic comme ça a mûri pendant des mois, des années. Et je suis un peu paumée, mais je me dis, ok, je sais bien faire mon métier, je veux travailler pour un sujet qui me plaît, donc c'est très clair, c'est très direct. Je vais travailler pour une association, où je vais aller dans l'économie sociale et solidaire et je vais faire responsable de communication dans ce secteur-là. Voilà, je me forme, je fais du bénévolat, je retombe un petit peu dans le sport parce que ça absorbe. J'en ressors parce que je me dis en fait au final c'est la même chose qu'avant. Là, je postule beaucoup. J'arrive à un final, souvent, donc après 5, 6 entretiens dans des associations, dans des ONG, dans des structures de l'ESS. Et en fait, en final, je me retrouve en face à une personne qui a les mêmes atouts que moi, mais qui avait exactement le même poste avant. Donc exactement le même poste dans exactement le même type de structure. Et les employeurs, comme souvent en France, préfèrent la sécurité. Donc après quelques mois de ces postulages intenses, je me dis, et après un CDD, en fait, je me dis, est-ce que je recommence comme avant? Est-ce que je continue à faire exactement la même chose? Alors que ça marche, mais ça marche pas vraiment. Et donc c'est là que je fais le programme Switch. Et c'est ça que je trouve génial aussi dans le programme, parce que ce programme, il peut arriver à tout moment. Donc il peut arriver quand vous savez absolument pas quoi faire et où aller, et vous êtes perdu et vous savez pas ce que vous savez faire, ce que vous voulez faire. Mais ça peut aussi arriver à un moment où, comme moi, j'ai déjà fait beaucoup d'essais, j'ai fait beaucoup d'introspection, j'ai fait beaucoup de tests, de formation, et en fait, je savais pas où j'en étais, donc j'avais besoin d'une méthode en fait pour structurer tout ça, pour remettre tout ça à plat. Et c'est ça que le programme m'a permis à faire. Et je pense à 2 exercices notamment qui m'ont beaucoup aidé. Le premier exercice, c'est la carte de l'immunité. Et peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Donc c'est l'immunité au changement. Donc en fait, c'est une manière de voir pourquoi est-ce que tout en voulant changer, on ne change pas vraiment. Donc quels sont les freins et quelles sont les choses qu'on fait sans nous en rendre compte des fois pour prévenir ce changement. Et la deuxième chose, c'est les exercices switch on, switch off. Donc switch on, c'est toutes les activités qu'on fait activement pour découvrir de nouveaux secteurs, pour faire des activités qu'on n'a jamais fait auparavant. Et switch off, c'est ces moments pour se reconnecter, pour prendre du temps pour soi. Et donc, ça, je trouvais ça assez génial. Et en fait, des choses que j'ai découvertes pendant le programme dans les switch on, je les utilise aujourd'hui. En fait, même si c'est très très loin de là où je travaillais avant et très très loin de là où je travaille aujourd'hui. Et donc, suite au programme, je me permets en fait, tout simplement de faire des pas de côté et de partir plutôt de à quoi ça peut servir en fait ce que je sais faire. Et donc de rencontrer des gens divers et variés, de postuler à des offres auxquelles j'aurais pas pensé à postuler, parce qu'il n'y a pas responsable de communication dans l'intitulé. Et je fais une heureuse rencontre en décembre dernier de 2 cofondateurs de l'organisation où je travaille aujourd'hui, qui s'appelle Circulab. Donc j'y travaille depuis janvier en tant que responsable de la communauté. Donc concrètement, la raison d'être de mon rôle, c'est de connecter des experts en économie circulaire partout dans le monde. On a une centaine de personnes pour qu'ils puissent travailler ensemble, pour qu'ils puissent mettre en avant leurs expertises, pour qu'ils puissent créer des choses aussi ensemble. Et donc ils sont tous réunis autour d'une méthode qui est développée par mon organisation. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'économie circulaire, donc c'est une approche de l'économie qui va à l'encontre de ce qu'on connaît de l'économie traditionnelle linéaire. Donc dans l'économie comme on la connaît, on prend les ressources, on les utilise, on en fait un produit, on l'utilise, et puis à la fin on se retrouve avec des déchets. Donc dans l'économie circulaire, l'idée c'est de dire comment est-ce qu'on peut limiter les ressources qu'on utilise, comment est-ce qu'on peut optimiser ce qu'on a aujourd'hui, et surtout comment on peut faire tout ça pour augmenter la résilience de nous, les humains, mais aussi de la planète, puisqu'on en dépend. Et surtout, pas se limiter aussi à la résilience, mais d'aller au-delà, et comment est-ce qu'on peut régénérer notre planète et nos systèmes, écosystèmes pour les générations futures. Donc c'est une organisation qui est assez géniale.
sur beaucoup de niveaux. Tout d'abord parce que c'est des personnes qui font ce qu'ils prêchent. C'est aussi un environnement dans lequel je peux tester des choses. Je peux mettre en place des choses qui ne relèvent pas de ma fiche de poste, mais que j'ai envie de expérimenter. On ne me dira jamais non. Et aussi, c'est aussi une manière pour moi de faire partie de ce narratif, de cette histoire, en fait, pour le futur, quelque part, d'un événement, d'un monde meilleur auquel je crois. Et ça, c'est assez génial. Donc les 3 conseils, je pense que je suis au-delà de 10 minutes là. Oui. Je pense que mon top conseil, on en a parlé juste avant, c'est de ne pas penser au switch comme un seul switch dans la vie. Donc de ne pas se dire je fais le programme parce que je veux trouver une autre profession, un autre secteur dans lequel je veux rester jusqu'à la retraite, peinard, tranquille, heureux, etc. Mais c'est plutôt de se dire comment est-ce que je me forme pour avoir cette vision où si mes envies ou mon contexte changent dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, je peux re-switcher sans problème, je peux faire des pas de côté, je peux me reformer et je continuerai quelque part à être heureux. Voilà, et pour clôturer et pour revenir à mon père, donc là vous connaissez déjà mon histoire, et ce que vous ne savez pas encore sur mon père, c'est que lui aussi, malgré cet emploi passion, ce métier passion, en fait, il a dû switcher plusieurs fois, mais ça c'est une autre histoire, je le raconterai plus tard. Voilà.